Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flavio, you already know. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une émission de Joseph Takeli, oui, par rapport aux analyses de Tikpi Achadam, quelques révélations de Tikpi Achadam sur l'AES et Fort, c'est-à-dire la révélation Fort Nyasingbe AES. Donc, je vais vous laisser suivre l'émission, quelques extraits. Bon, j'aimerais bien aussi vous lire par rapport à ce que vous avez aussi trouvé. On se catch. Je me nomme Joseph Takeli. J'aimerais attirer votre attention sur un discours qui a été prononcé par un homme politique togolais, M. Tikpi Achadam. Tikpi Achadam a fait un réquisitoire sans merci contre les dirigeants de l'AES que sont le général Tchiani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. C'est au sujet de la coopération ou bien du partenariat entre les États de l'AES et le régime dictatorial de Faure Gnassingbé du Togo. Donc, plus qu'un simple coup de gueule ou une interpellation, c'est un véritable réquisitoire qui mérite que vous lui accordiez un peu de votre temps pour analyser ce que le leader du parti national panafricain de Tikpi Achadam veut dire. En effet, Maître Achadam affirme ceci. J'insiste et je persiste. Tant que le Togo, verrou des verrous, a sauté en vue de la libération totale et définitive de l'Afrique ne sera pas libéré, je crains fort que ces avancées remarquables vers la liberté et la souveraineté reconquises auxquelles nous assistons avec beaucoup d'espoir sur le continent, particulièrement dans la sous-région ouest-africaine, soient réversibles à tout moment. Non. Le régime qui est le problème de l'Afrique ne peut pas être la solution pour l'Afrique. Tikpi Achadam va plus loin. Il affirme qu'il pense que les présidents panafricanistes Modibo Keïta, Alpha Omar Konaré et Thomas Sankara auraient agi différemment. Il va rendre hommage à Guy Marius Sagna, qui semble être le seul à s'être exprimé en faveur du Togo et qui montre qu'il a compris la problématique togolaise. Il faut peut-être placer le décor et faire un feedback pour donner quelques informations avant de continuer. Les militants du parti qu'on appelle le Parti national panafricain, dont Tikpi Achadam est le président national, 3 de ces militants ont été enlevés, séquestrés et jetés en prison en janvier 2022. Et quelle était leur faute? Leur faute était d'être des militants du Parti national panafricain de Tikpi Achadam. Et que certains de leurs camarades, militants du même parti, ont manifesté aux côtés des populations maliennes à Bamako à l'appel du gouvernement malien au moment où le Mali subissait les sanctions de la CEDEAO et que les populations maliennes s'étaient levées comme un seul homme. Donc, le parti panafricain, le parti national panafricain de Tikpi Achadam, dont il y a beaucoup de militants à Bamako et beaucoup de Togolais là-bas, ont rejoint les manifestants à Bamako
Et Faure Gnassingbé n'a pas trouvé autre formule que de punir le parti en emprisonnant des militants de ce parti qui n'étaient pas à la manifestation, notez bien, de les punir parce que d'autres membres de ce parti-là ont manifesté à Bamako. Donc, en janvier 2022, ils ont été jetés en prison, sans ménagement. Et il faut dire que parmi eux, il y avait un monsieur, qui revenait d'Allemagne avec son enfant de 4 ans pour que cet enfant connaisse le pays d'où venaient ses parents. Et ses parents, donc son père, a été jeté en prison tout simplement. C'est un détail qu'il fallait mentionner pour que peut-être vous ayez une idée de la dictature avec laquelle vous coopérez, avec laquelle les pays de l'AES coopèrent. Donc, ces 3 personnes sont Sebabi Geffe Noureddine, Alpha Ibrahim et Boukari Abdourazak. Ils ont été jetés en prison et ce n'est qu'en août, donc de janvier à août, ils sont restés en prison et un non-lieu a été prononcé en août. Mais notez bien ceci, ils ne seront pas libérés. Le procureur général, un certain Boyodi Blaise, Solisam, a refusé de signer le papier qui permettait qu'ils sortent de la prison. Donc ces 3-là sont restés en prison après le non-lieu qui a été prononcé par le juge parce que le procureur a refusé, certainement instruit par Faure Gnassingbé, de les punir au maximum. Ils sont restés en prison jusqu'en janvier, c'est-à-dire d'août à janvier, ça fait encore 5 mois. Donc ils ont fait au total 1 an en prison parce que certains de leurs camarades ont manifesté à Bamako. Voilà un peu le décor pour comprendre un peu, si vous jugez extrême les propos de Tikpi Achadam, que vous compreniez pourquoi il fait ce réquisitoire-là. Alors, à notre avis, ce réquisitoire appelle quelques questions, ou bien ce réquisitoire tente de répondre à quelques questions. Ces questions sont les suivantes. Au regard de ce qui apparaît comme un mépris de la lutte du peuple togolais contre la dictature militaire monarchique absolue installée au Togo depuis 1963, est-ce que ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger s'inscrit dans le cadre de la nécessaire lutte panafricaine? C'est une question. Est-ce que ce qui se passe au Mali, au mépris du Togo, des peuples du Togo, est-ce qu'on peut qualifier ça de panafricain? Voilà une des questions auxquelles Tikpi Achadam tente de répondre. Que pensent les dirigeants de l'AES du peuple togolais? Est-ce que les dirigeants de l'AES pensent que le peuple togolais existe? Est-ce que les dirigeants de l'AES, Ibrahim Traoré, que tout le monde aime, le général Tchiani, que tout le monde aime, Assimi Goïta, que tout le monde adore, est-ce que ces gens ignorent que le régime du Togo est un système de terrorisme d'État? C'est à ces questions-là que Tikpi Achadam tente de répondre. Faure Gnassingbé, est-ce que Faure Gnassingbé, dans la tête de ses dirigeants, est le propriétaire du Togo? Est-ce que c'est lui qui possède, le Togo lui appartient? Est-ce que le Togo est un simple port? Est-ce que c'est le port? Le Togo, quand on dit Togo là, est-ce que vous ne pensez qu'au port? Voilà des questions auxquelles Tikpi Achadam essaie de répondre. Les dirigeants de l'AES ont-ils vraiment d'autres choix? C'est une question à laquelle Tikpi Achadam essaie de répondre. Alors, quand on regarde celui-là qu'on aime beaucoup, Choguel Tokala Maïga, devenir un laudateur, un admirateur de Faure Gnassingbé,
qu'est-ce qu'on est en droit de penser? Qu'est-ce qu'on est en droit de penser? Une autre question, est-ce que vraiment dans nos relations de peuple togolais par rapport et dans nos relations avec les peuples du Mali, est-ce qu'on doit dire que les peuples ou bien que les pays ne défendent que leurs intérêts? C'est des questions auxquelles le réquisitoire de Tikpi Achadam répond. Est-ce qu'on doit dire entre nous Africains que nous ne défendons que nos intérêts? Est-ce que les intérêts des États de l'AES sont différents des intérêts des Togolais? C'est les questions auxquelles Tikpi Achadam répond. Une autre question est de savoir qu'aurait fait Modibo Keïta, Alpha Omar Konaré ou Thomas Sankara à la place de Tchiani, de Goïta ou de Ibrahim Traoré face à cette situation qu'ils sont obligés de gérer avec le Togo. Qu'est-ce que ces trois grands-là, Modibo Keïta, Alpha Omar Konaré et Sankara auraient fait? Voilà une question à laquelle Tikpi Achadam essaie de répondre dans son réquisitoire. À ce niveau, nous allons vous présenter un extrait du discours de Tikpi Achadam. Cet extrait concerne essentiellement l'AES et ce qu'il reproche à l'AES. Nous allons vous présenter cet élément à ce niveau et revenir pour continuer notre analyse de ce discours et de cet aspect du discours. Bonne écoute. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance que la cause du peuple togolais est connue et entendue par l'Afrique et par le monde, suffisamment informé de la situation, la tragédie infernale au Togo. Notre cause est défendue par des patriotes africains dans les instances sous-régionales, régionales et même internationales. Ne pouvant résister au devoir de reconnaissance, je voudrais, à travers un homme, rendre un hommage mérité à tous ces patriotes panafricanistes engagés qui font ressentir au peuple togolais qu'il n'est pas un peuple orphelin dans sa longue lutte héroïque contre la plus vieille, féroce et cruelle des dictatures du continent africain. Honorable Guy Marius Sagna, digne fils béni d'Afrique, Djeredjef. À ce stade de la lutte, je voudrais vivement attirer l'attention des gouvernements africains, souverainistes et panafricanistes sur le fait qu'au Togo, depuis 61 ans aujourd'hui, le peuple togolais martyr a affaire, lui aussi, à un terrorisme, mais un terrorisme d'une nature atypique, le terrorisme d'État dans une grande prison à ciel ouvert. Être terroriste contre son peuple et, dans le même temps, crier au terrorisme est une vieille arme utilisée par le régime Gnassingbé depuis 1986, quand personne ne parlait de terrorisme, du moins en Afrique de l'Ouest. C'est un fait que tout gouvernement africain, souverainiste et panafricaniste, ne doit jamais perdre de vue dans ses relations diplomatiques et économiques avec le pouvoir en place au Togo, au nom de tout ce qui nous unit et nous lie depuis des millénaires, c'est-à-dire depuis l'Antiquité dans la vallée du Nil, natale au royaume, en passant par les empires. L'Afrique est vaste et le Togo de Gnassingbé Faure n'est absolument pas indispensable et irremplaçable pour garantir la survie, les intérêts vitaux, l'intérêt supérieur de notre État africain frère. De nombreuses alternatives aux divers atouts qu'offre le Togo existent rien que dans la sous-région. Les intérêts vitaux de l'Afrique des peuples et de sa diaspora sont inclusifs et non exclusifs. Le Togo, ce n'est pas Gnassingbé Faure, c'est le peuple togolais, propriétaire des richesses du pays et soutien indéfectible de la lutte des peuples africains souverainistes et panafricanistes, y compris sur le terrain. La participation du Parti national panafricain PNP aux manifestations à Bamako au Mali, pour laquelle 3 responsables du parti furent emprisonnés par Gnassingbé Faure, les déclarations publiques condamnant les sanctions et les menaces de guerre de la CEDEAO,
les réunions hebdomadaires entièrement consacrées à la lutte des peuples frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour la souveraineté, ainsi que mes discours sont autant de preuves assez éloquentes. Bien entendu, loin de nous tromper d'adversaires ou de chercher un quelconque bouc émissaire, ce soutien patriotique indéfectible du peuple togolais à la lutte des peuples africains pour la souveraineté sera renforcé. Seulement, il est clair que le peuple togolais aussi aspire à la liberté et à la souveraineté. Le Togo, ce n'est pas un port, c'est un pays. Nous sommes frustrés d'entendre depuis un certain temps parler du Togo comme d'un port, tout simplement. Je voudrais rappeler que la configuration longiligne du Togo n'en fait pas un simple sentier conduisant au fleuve. Si entre nous, les États n'ont que des intérêts, de quelle Afrique parlons-nous? Ne sommes-nous pas tombés dans les travers de l'impérialisme que nous combattons? De quoi parlons-nous à la fin? En tout cas, de tout, sauf du panafricanisme. Le président Alpha Omar Konaré, alors président de la Commission de l'Union africaine, qui face au coup d'État de 2005 avait élevé la voix avec beaucoup de dignité et d'engagement, donnant ainsi courage et espoir au peuple togolais, ne ferait jamais un tel deal. Le président Kamara Thomas Sankara préférerait la mort à un tel deal contre sa patrie, l'Afrique. Un tel deal ne viendrait jamais à l'esprit du président panafricaniste Modibo Keïta. Traiter diplomatiquement et économiquement avec la Simbéfor, c'est soutenir indirectement la seule et unique dictature militaire monarchique absolue de la sous-région ouest-africaine. On ne construit pas les États-Unis d'Afrique libres, souverains, forts, dignes et prospères, avec des dictatures militaires monarchiques absolues. Ceci n'est pas du tout la commande de la jeunesse africaine contemporaine. Le défi aujourd'hui ne consiste-t-il pas à libérer l'Afrique en libérant les micro-États de la dictature ou de tout régime illégal et illégitime complice de l'occupant, afin de bâtir l'État fédéral d'Afrique noire, seul rempart face à toutes les agressions violentes et barbares dont notre continent est victime? J'insiste et je persiste, tant que le Togo, verrou des verrous à sauter en vue de la libération totale et définitive de l'Afrique, ne sera pas libéré, je crains fort que ces avancées remarquables vers la liberté et la souveraineté reconquise, auxquelles nous assistons avec beaucoup d'espoir sur le continent, particulièrement dans la sous-région ouest-africaine, soient réversibles à tout moment. Non, le régime qui est le problème de l'Afrique ne peut pas être la solution pour l'Afrique. Cependant, il reste constant que la lutte de libération du Togo est avant tout une lutte du peuple togolais. C'est notre combat pour le Togo et pour l'Afrique. Dans la condition togolaise, face à la constitutionnalisation de la dictature militaire monarchique absolue, devant le péril chaque jour grandissant et le défi existentiel posé, le libérateur du Togo est et reste le peuple togolais. Ce peuple en est parfaitement conscient. Il sait que son destin dépend de lui et de lui seul. Alors, vous venez d'écouter cet extrait qui en dit long sur ce que beaucoup de Togolais pensent de ce qui se passe dans l'AES et du partenariat que les dirigeants de l'AES ont cru devoir tisser ou bien maintiennent avec le régime togolais. Nous allons donner les réponses, essayer de couvrir les réponses qui ont été données dans le discours de Tikpi Achadam, dans cet extrait que nous vous avons présenté. Et nous allons survoler ces réponses-là et vous donner notre point de vue à la fin. Alors, une des questions, pourquoi il fait allusion à Guy Marius Sagna? Et il rend hommage à Guy Marius Sagna parce que
la lutte togolaise semble être méprisée par beaucoup de panafricains, beaucoup d'Africains et beaucoup de dirigeants africains. Beaucoup d'ailleurs ont participé à l'implantation de la dictature au Togo et se foutent pas mal de ce qui se passe au Togo et n'accordent aucune importance au sentiment, au ressenti des Togolais par rapport à la coopération avec le régime. Ou bien, beaucoup méprisent carrément la lutte du peuple togolais. Et c'est pour ça que Tikpi Achadam a rendu un vibrant hommage à Guy Marius Sagna, qui, on se rappelle bien, a eu le courage de dénoncer la dictature togolaise et de dire que si la CEDEAO doit survivre, elle doit renoncer à des pratiques qu'on voit au Togo. Au Togo, c'est un goulag à ciel ouvert, vous le savez tous. Et donc, il était important pour Tikpi Achadam et pour beaucoup de Togolais qu'on rende cet hommage-là à Guy Marius Sagna et qu'on dise aux Africains, surtout aux panafricanistes, que le Togo se meurt et dans l'indifférence totale. Chacun semble s'occuper de ce qui le concerne. C'est presque un nationalisme exagéré, alors que nous avons besoin d'un panafricanisme assumé. Nous avons besoin d'un panafricanisme pour que nos peuples viennent ensemble, pour que le port du Togo, s'il sert à l'AES, soit utile dans l'intérêt compris de tous les peuples, de tout le monde. Hein, que ce ne soit pas comme si c'est une escroquerie sur le dos du Togolais et que les gens de l'AES s'en moquent parce que beaucoup de choses se disent au niveau des dirigeants de l'AES qui ne sont pas vraies. C'est comme si les Togolais veulent que l'AES vienne faire le combat pour eux. Ce n'est pas vrai. Le Togo est dirigé par une des dictatures les plus féroces qu'a réussi à installer la France en Afrique et qui est là depuis la mort de Sylvanus Olympio en 1963. Et ça fait 61 ans que le Togo se bat pour se libérer de cette dictature-là. Si vous vous rappelez, si vous aviez été témoin des soulèvements de Tikpi Achadam en 2017 et qu'on vous dise que ce régime va tenir encore, vous allez vous poser des questions sur ce qui a dû être fait. Ce qui a dû être fait pour que Faure Gnassingbé se maintienne au pouvoir. Ce qui a dû être fait, c'est que Faure Gnassingbé a déversé des militaires sérieusement armés pour torturer sur les manifestants au Togo et personne en Afrique ne s'en indigne. Et depuis, les villes de Sokodé et de Bafilo sont devenues des villes martyrs, des villes où vous lisez la mort. Vous voyez? Donc, on a l'impression que les Africains ou les panafricanistes ou tous ceux qui se disent lutter pour se débarrasser de la France ignorent ou bien méprisent ou bien ne veulent même pas s'intéresser de savoir ce que les Togolais subissent avec Faure Gnassingbé. C'est pour ça que l'hommage qu'il a rendu à Guy Marius Sagna était le bienvenu. Alors, Tikpi Achadam s'est demandé, a tenté de répondre à la question de savoir si le Togo était la seule solution pour les pays de l'AES. Il a répondu que l'Afrique était vaste et que dire que c'est le Togo seul qui pouvait aider l'AES qui n'est pas d'accord avec ça, et dit que l'Afrique est vaste et que les pays de l'AES pouvaient pouvaient bénéficier de l'aide d'autres pays. Bon, à ce niveau, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je vais donner mes points de vue à la fin, comme je l'ai promis. Mais Tikpi Achadam pense que l'Afrique est si vaste que ce n'est pas le Togo, on ne peut pas dire que c'est le Togo seul qui pouvait aider l'AES. C'est sa réponse. Le Togo, est-ce que c'est une propriété de Faure Gnassingbé? Bien évidemment que non. On a l'impression que les gens de l'AES, les dirigeants de l'AES pensent que le Togo est une propriété de Gnassingbé. On comprend qu'il y a des raisons diplomatiques, il y a tous ces comportements calculés qu'on peut avoir vis-à-vis d'un dirigeant, mais le caractère laudateur de comment il s'appelle, de Kokala Maïga, qu'on admire beaucoup,
Et quand il a fait son discours, il a rappelé plutôt la magnanimité de Gnassingbé et Adema qui descend jusqu'à son fils. Cela a semblé un discours de trop et nous pensons que ce n'était même pas nécessaire qu'un homme de cette trempe-là qui est cultivé, réduise le Togo à Fort Gnassingbé et à son papa, à son père. Donc, c'est vraiment, ça a été un échec total de l'AES que quelqu'un comme Kokala Maïga, qui est une référence pour nous tous. Moi, personnellement, j'ai refusé d'écouter le discours dans son entièreté. J'ai été obligé de l'écouter plus tard parce que je voulais en parler. Je voulais pas perdre le respect pour Kokala, Shogel Kokala Maïga après ce discours-là. Nous savons que vous êtes coincés, mais aller jusqu'à faire des discours comme du temps fort de Yadema où on dansait, on savait que vous êtes, Kokala Maïga est d'une génération de nos grands frères. Certainement qu'il a assisté aux multiples conventions de Lomé où on voyait les gens danser et on devait absolument chanter à la gloire du tyran. Mais à ce niveau du travail de l'AES, on ne pense pas que Kokala Maïga a rendu service à l'AES en faisant le discours qu'il a fait pour encenser le régime dictatorial. Voilà. Tikpi Achadam dit que le Togo n'est pas un port. Il répond à la question qui a été formulée plus haut en disant que le Togo n'est pas un port. C'est avant tout un peuple à qui appartient le port. Et donc, il dit que le caractère longiligne du Togo n'en fait pas un simple sentier qui mène au fleuve. C'est-à-dire que, bon, c'est comme si le Togo, aussi mince qu'il est, pour les gens de l'AES, voilà un sentier qui mène au fleuve, tout simplement. Alors que ce ne devait pas être le cas. Le fait que le pays soit un petit pays n'est pas du ressort, ce n'est pas une volonté des Togolais, ni même que le fait que le Niger ou le Mali soit vaste, soit une volonté des Maliens. Tout le monde nous avons hérité de ces découpages-là et ce n'est pas nécessaire qu'on nous méprise parce que nous sommes un petit pays. Nous sommes petits parce que le colon a tracé les frontières comme ça, mais les humains qui sont dedans ne sont pas des petites gens. Donc, le comportement des gens de l'AES doit être revu selon le dirigeant du PNP, Tikpi Salifou Achadam. Alors, pour prouver que il n'est pas contre la lutte de l'AES, il rappelle que les membres de son parti ont participé, ont fait des manifestations à Bamako. Quand on a arrêté les 3 dont nous avons parlé plus haut, son parti a fait plusieurs meetings pour attirer l'attention des autorités politiques du Mali sur ce qui s'est passé au Togo. Nous n'avons pas l'impression que les Bamako aient fait une quelconque pression sur le Togo, sinon les gens ne pouvaient pas restés en prison pendant 1 an pour n'avoir commis aucun crime. Parce qu'ils ont participé à la lutte d'émancipation de l'AES aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'AES aujourd'hui, avant c'était le Mali, à Bamako cela se passe. Pour avoir participé à cela, ils ont été foutus en prison. Et ils y sont restés 1 an durant. On n'a pas vu ce que le Assimi Goïta à l'époque a fait pour essayer de raisonner Fort Gnassingbé. Alors ça, c'est des choses qui amènent Tikpi Achadam à se poser la question de savoir si c'est cela le panafricanisme. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les gens de l'AES n'ont que des intérêts à défendre? Alors si c'est comme ça, Tikpi Achadam dit que c'est pas la peine de parler du panafricanisme, c'est pas ça le panafricanisme. Oui. Donc il dit que traiter diplomatiquement ainsi est une façon de soutenir indirectement la dictature la plus vieille du continent. Donc ce sont ses réponses. Okay? On ne construit pas une Afrique libre et prospère en collaborant avec une dictature, dit-il.
Donc, voilà un peu, grosso modo, les réponses qu'il a données. Nous les avons recensées nombreuses. Et voilà un peu, nous avons ramassé un peu les réponses qu'il a données. Et il a insisté sur le fait que le Modibo Keïta, sa réponse à ce niveau-là, c'est que Modibo Keïta, euh, Modibo Keïta, Alpha Omar Konaré et Thomas Sankara n'auraient pas accepté un tel deal. Ils auraient préféré la mort que de faire un deal comme ça avec le Togo. C'est la position de Tikpi Achadam. Et nous devons rappeler à ce niveau que Alpha Omar Konaré fut le seul en 2005 à avoir soutenu le peuple togolais, hein, contre l'installation de Faure Gnassingbé comme président du Togo. Donc il était à la commission africaine et il a estimé que nous n'allons pas accepter des successions familiales comme ce qui se passait là-bas. Donc c'est quelqu'un que les Togolais ont en grande estime et les Togolais n'oublieront pas son combat. Il était solitaire, il était en minorité là-bas à la commission de l'OUA, mais il a fait ce qu'il pouvait pour refuser qu'on installe Faure Gnassingbé au Togo. Pendant ce temps, Mamadou Tandja du Niger avait œuvré de toutes ses forces pour qu'on installe Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc, c'est comme ce réflexe-là de Mamadou Tandja, de Abbas Obasanjo, qui ont travaillé à mettre Faure Gnassingbé au pouvoir. On a l'impression que ce réflexe continue encore auprès des trois dirigeants de l'AES que nous considérons aujourd'hui comme la lumière et l'espoir de tout un continent. Donc, ici, c'est une interpellation, c'est une façon de dire à l'AES de reconsidérer sa position avec le dictateur. C'est ce que M. Tikpi Achadam essaie de dire. Je crois que nous avons fait le tour des questions et les réponses qu'il a données et nous allons maintenant donner notre point de vue. Depuis un moment maintenant, moi personnellement, je dis que je comprends ou bien je soutiens, j'accepte que l'AES coopère avec Faure Gnassingbé dans le cadre de l'ouverture vers la mer. Et dans le contexte où ils sont, je ne pense pas qu'ils ont une autre solution. Tikpi Achadam pense que l'Afrique est vaste et que les pays de l'AES pouvaient bénéficier d'un autre soutien. Ce qui ne cite pas nommément, ce qui ne clarifie pas à ce niveau, il ne dit pas quels sont les pays qui sont disposés à soutenir l'AES comme Faure Gnassingbé le fait. Même si Faure Gnassingbé le fait avec des pensées plutôt obscures, et parce qu'il veut tout simplement renforcer et maintenir son système. Et le fait qu'il le fait, à mon avis, est une bonne chose parce que une personne qui combat l'impérialisme, moi, c'est une personne que je respecte et c'est ce que je crois que les gens de l'AES font. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que il méritait d'être soutenu. Mais la question, c'est de savoir comment l'AES s'en sortira avec Faure Gnassingbé, même si elle réussit à chasser la France et que la France est bien implantée au Togo. C'est là une question compliquée et je pense que les gens de l'AES doivent commencer par réfléchir à cette question-là parce que le dictateur du Togo n'a pas pour ambition, il n'a jamais rêvé, pas encore, en tout cas, il n'a pas encore rêvé de quitter le pouvoir. Alors la question, qu'est-ce que vous allez faire, même si vous réussissez à chasser la France et vous réussissez à vous émanciper, à vous développer comme nous le souhaitons, qu'est-ce que vous allez faire de cette coopération-là? Est-ce que vous allez un jour venir lui demander de quitter le pouvoir? Est-ce que vous allez venir un jour vous pencher sur la manière dont il traite les Togolais? Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un m'avait déjà posé la question, qu'est-ce que vous ferez si à la fin, la Russie vient appuyer Faure Gnassingbé et lui donne la force que les gens de l'AES ont?
qu'est-ce que nous devenons, nous autres, les Togolais? Voilà une question que les Togolais se posent. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense toujours que l'AES n'avait pas d'autre choix, n'a pas d'autre choix que de coopérer avec Faure Gnassingbé. Ça, c'est une question, c'est une attitude personnelle que chacun observe. Moi, je crois que ce que nous aurions souhaité, c'est que les gens de l'AES soient prudents dans leur expression, dans leur prise de parole, et qu'ils ne se comportent pas comme si les Togolais ne comprennent pas ce qui se passe. Et qu'un dictateur reste là et qu'il tue les Togolais, c'est pas exagéré de dire qu'il tue les Togolais, il les tue au sens propre. Vous voyez? Et quelqu'un comme ça, il ne peut pas dire qu'il travaille avec des gens sur qui il repose l'espoir de tout un continent. Oui. Mais je comprends, c'est ma position, je comprends que Faure Gnassingbé, non, je comprends que les pays de l'AES, moi je compare toujours leur attitude à l'attitude de quelqu'un qui est en train de se noyer et à qui on jette une bouée d'oxygène ou bien à qui on jette une corde même pourrie, il est obligé de la prendre. C'est ce que je crois. Pour des raisons économiques, l'AES coopère avec on veut bien croire ça, mais on se pose toujours des questions sur ce qui va se passer à la fin. Et nous allons mettre tout le discours à la fin de cette analyse. Nous allons mettre tout le discours pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le suivre. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Allez dans les commentaires, dites ce que vous avez à dire par rapport à ce que nous venons de dire. Dites ce que vous pensez de ce que Tikpi Achadam a dit de l'AES. Proposez des choses, mettez des idées qui peuvent faire avancer l'Afrique et le panafricanisme. Merci. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, la dictature militaire monarchique absolue de droit est là. Il y a 9 ans de cela, précisément en 2015, l'ayant perçu très tôt, avec beaucoup d'amertume et sans mâcher mes mots, je lançais l'alerte contre la 5e République au Togo si le peuple togolais ne se met pas debout pour dégager pacifiquement Gnassingbé Faure du pouvoir. Dans ma démarche, l'intérêt particulièrement privilégié et constant que j'accorde à l'histoire procède de la leçon que j'ai assimilée de par ma culture thème, suivant laquelle la politique, c'est avant tout l'histoire. L'homme politique doit être maître en histoire. Ce qui nous arrive au Togo ne résulte pas d'un hasard ou de je ne sais quelle marche aveugle de l'histoire. Loin d'être fortuit, ce qui nous arrive a été méticuleusement pensé contre le Togo et contre l'Afrique. En la matière, le Togo, notre pays, est un véritable laboratoire, une pépinière, un terrain d'expérimentation. La dictature militaire monarchique absolue est un vieux projet colonial qui remonte au 27 avril 1958, date à laquelle le peuple togolais, dans son ensemble, suite à l'élection que le constitutionnaliste Yagla Ogma Wensa qualifia de plébiscite, a remis les rênes du pouvoir d'État au souverainiste Sylvanus Olympio, qui devint ainsi Premier ministre du Togo le 19 mai 1958. Il s'agit de confisquer pour l'éternité la souveraineté du peuple togolais. Né le 27 avril 1958, le projet relatif à l'imposition de la famille Gnassingbé au pouvoir au Togo par la force des armes et pour l'éternité fut lancé dans le sang le 13 janvier 1963 et officiellement mis en œuvre le 14 avril 1967 après 4 années de réglage de tous les détails. L'homme qu'il faut avait été déjà trouvé. Il est ramené au pays le 1er septembre 1962
soit 4 mois et 12 jours avant le crime originel, l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Créées la même année, les forces armées togolaises FAT constituent le garant de la pérennité, la vie illimitée du projet. La prise de conscience du peuple togolais, débouchant sur un mouvement populaire gigantesque, représente le risque majeur à même de ruiner et de mettre fin au projet à tout moment. Le projet machiavélique sera sauvé et consolidé en 2005 avec le rituel périodique de remise à neuf de la dictature militaire dans un fleuve de sang qui a vu la montée du fils Gnassingbé Faure sur le trône de son père en vue justement de la perpétuation du règne de la famille Gnassingbé sur le Togo contre la volonté et les aspirations profondes du peuple togolais. L'esprit du projet de 1958 prévalant a guidé, commandé et présidé à la terreur et aux assassinats commis entre 1963 et 1990, remonté à la surface par la Conférence nationale souveraine, à la résistance dont Gnassingbé et Adema a fait montre dans le sang entre 1990 et 2005, ainsi qu'au bilan macabre de 2005 avec le fils Gnassingbé Faure. Le même esprit diabolique est à l'œuvre dans la résistance machiavélique opposée par ce dernier au peuple togolais, toujours dans le sang, entre 2005 et 2017, et depuis le 19 août 2017 à ce jour. Ainsi, de 1963 à 2024, le Togo a connu une dictature militaire monarchique absolue de fait qui aura duré 61 ans. À partir de 2024, Gnassingbé Faure ayant parachevé le processus de constitutionnalisation, le Togo est sous une dictature militaire monarchique absolue de droit. La dictature militaire monarchique absolue de droit est là. C'est un fait. La confiscation de la souveraineté du peuple togolais par le fusil le 13 janvier 1963 se trouve formalisée par sa constitutionnalisation en 2024. Par la fameuse constitution de la Ve République, la confirmation du cercle de division de la famille Gnassingbé que j'ai exposé pour la première fois au cours du meeting public du Parti national panafricain PNP tenu le 23 octobre 2016 au stade JCA d'Agogne à Lomé est faite. C'est une réalité. Pour ceux qui doutaient encore, Gnassingbé Faure, qui confirme la finalité du montage du cercle de division de la famille Gnassingbé, écrit, signe et promulgue. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas à l'armée. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas aux forces de l'ordre et de sécurité. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas au RPT UNIR. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas au Sud. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas au Nord. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas à Kara. Le pouvoir que je tiens n'appartient pas à Pia. Le pouvoir que je tiens appartient à ma famille, la famille Gnassingbé, à elle et à elle seule. À cette proclamation, les derniers restés accrochés aux éléments de la division déchantent complètement et définitivement. Le slogan « Eyadema, toujours et toujours au pouvoir » n'était pas un slogan creux, encore moins vain. La petite phrase « Mon père m'a dit » n'a rien d'une blague. Quoi qu'il en soit, Gnassingbé Faure vient de constitutionnaliser en 2024, sous nos yeux, la dictature militaire monarchique absolue inaugurée par son père le 13 janvier 1963. La dictature militaire monarchique absolue éternelle, voilà le projet porté par la famille Gnassingbé pour le Togo et pour l'Afrique. L'histoire, la philosophie et le projet caractérisant la constitution monarchique de 2024 ne sont pas voilés. L'ambition et la finalité qui l'animent sont évidentes. L'esprit de cette constitution est clairement lisible jusqu'au 27 avril 1958. À partir de ce moment,
qu'il s'agisse d'entretiens avec des spécialistes du droit, de débats organisés, de manifestations, toute initiative portant sur la constitution monarchique de 2024 est une perte de temps qui retarde la conclusion de la lutte. N'est-ce pas la raison pour laquelle le pouvoir n'hésite pas à tolérer l'organisation des manifestations consacrées à la constitution monarchique? Qu'explique-t-on encore au peuple togolais lorsque tout est clair pour tout le monde et partout? L'explication, lorsque tout est clair, embrouille. Chers compatriotes, togolaises, togolais, aujourd'hui, je peux dire avec assurance que la cause du peuple togolais est connue et entendue par l'Afrique et par le monde, suffisamment informé de la situation, la tragédie infernale au Togo. Notre cause est défendue par des patriotes africains dans les instances sous-régionales, régionales et même internationales. Ne pouvant résister au devoir de reconnaissance, je voudrais, à travers un homme, rendre un hommage mérité à tous ces patriotes panafricanistes engagés qui font ressentir au peuple togolais qu'il n'est pas un peuple orphelin dans sa longue lutte héroïque contre la plus vieille, féroce et cruelle des dictatures du continent africain. Honorable Guy Marius Sagna, digne fils béni d'Afrique, Djeredjef. À ce stade de la lutte, je voudrais vivement attirer l'attention des gouvernements africains, souverainistes et panafricanistes, sur le fait qu'au Togo, depuis 61 ans aujourd'hui, le peuple togolais martyr a affaire, lui aussi, à un terrorisme, mais un terrorisme d'une nature atypique, le terrorisme d'État dans une grande prison à ciel ouvert. Être terroriste contre son peuple et, dans le même temps, crier au terrorisme est une vieille arme utilisée par le régime Gnassingbé depuis 1986, quand personne ne parlait de terrorisme, du moins en Afrique de l'Ouest. C'est un fait que tout gouvernement africain, souverainiste et panafricaniste, ne doit jamais perdre de vue dans ses relations diplomatiques et économiques avec le pouvoir en place au Togo, au nom de tout ce qui nous unit et nous lie depuis des millénaires, c'est-à-dire depuis l'Antiquité dans la vallée du Nil, natale au royaume, en passant par les empires. L'Afrique est vaste et le Togo de Gnassingbé Faure n'est absolument pas indispensable et irremplaçable pour garantir la survie, les intérêts vitaux, l'intérêt supérieur de notre État africain frère. De nombreuses alternatives aux divers atouts qu'offre le Togo existent rien que dans la sous-région. Les intérêts vitaux de l'Afrique des peuples et de sa diaspora sont inclusifs et non exclusifs. Le Togo, ce n'est pas Gnassingbé Faure, c'est le peuple togolais, propriétaire des richesses du pays et soutien indéfectible de la lutte des peuples africains souverainistes et panafricanistes, y compris sur le terrain. La participation du Parti national panafricain PNP aux manifestations à Bamako au Mali, pour laquelle 3 responsables du parti furent emprisonnés par Gnassingbé Faure, les déclarations publiques condamnant les sanctions et les menaces de guerre de la CEDEAO, les réunions hebdomadaires entièrement consacrées à la lutte des peuples frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour la souveraineté, ainsi que mes discours, sont autant de preuves assez éloquentes. Bien entendu, loin de nous tromper d'adversaires ou de chercher un quelconque bouc émissaire, ce soutien patriotique indéfectible du peuple togolais à la lutte des peuples africains pour la souveraineté sera renforcé. Seulement, il est clair que le peuple togolais aussi aspire à la liberté et à la souveraineté. Le Togo, ce n'est pas un port, c'est un pays. Nous sommes frustrés d'entendre depuis un certain temps parler du Togo comme d'un port, tout simplement. Je voudrais rappeler que la configuration longiligne du Togo n'en fait pas un simple sentier conduisant au fleuve. Si entre nous, les États n'ont que des intérêts, de quelle Afrique parlons-nous? Ne sommes-nous pas tombés dans les travers de l'impérialisme que nous combattons?
de quoi parlons-nous à la fin? En tout cas, de tout sauf du panafricanisme. Le président Alpha Omar Konaré, alors président de la Commission de l'Union africaine, qui face au coup d'État de 2005 avait élevé la voix avec beaucoup de dignité et d'engagement, donnant ainsi courage et espoir au peuple togolais, ne ferait jamais un tel deal. Le président Kamara Thomas Sankara préférerait la mort à un tel deal contre sa patrie, l'Afrique. Un tel deal ne viendrait jamais à l'esprit du président panafricaniste Modibo Keïta. Traiter diplomatiquement et économiquement avec Gnassingbé Faure, c'est soutenir indirectement la seule et unique dictature militaire monarchique absolue de la sous-région ouest-africaine. On ne construit pas les États-Unis d'Afrique libres, souverains, forts, dignes et prospères, avec des dictatures militaires monarchiques absolues. Ceci n'est pas du tout la commande de la jeunesse africaine contemporaine. Le défi aujourd'hui ne consiste-t-il pas à libérer l'Afrique en libérant les micro-États de la dictature ou de tout régime illégal et illégitime complice de l'occupant, afin de bâtir l'État fédéral d'Afrique noire, seul rempart face à toutes les agressions violentes et barbares dont notre continent est victime? J'insiste et je persiste, tant que le Togo, verrou des verrous à sauter en vue de la libération totale et définitive de l'Afrique, ne sera pas libéré, je crains fort que ces avancées remarquables vers la liberté et la souveraineté reconquise, auxquelles nous assistons avec beaucoup d'espoir sur le continent, particulièrement dans la sous-région ouest-africaine, soient réversibles à tout moment. Non, le régime qui est le problème de l'Afrique ne peut pas être la solution pour l'Afrique. Cependant, il reste constant que la lutte de libération du Togo est avant tout une lutte du peuple togolais. C'est notre combat pour le Togo et pour l'Afrique. Dans la condition togolaise, face à la constitutionnalisation de la dictature militaire monarchique absolue, devant le péril chaque jour grandissant et le défi existentiel posé, le libérateur du Togo est et reste le peuple togolais. Ce peuple en est parfaitement conscient. Il sait que son destin dépend de lui et de lui seul. Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, le constat au lendemain de l'adoption de ce qu'il convient de désigner par la constitution de la honte est clair et net. Un rejet total, en bloc et sans appel de la part de ce peuple qui n'a jamais élu un Gnassingbé au pouvoir et qui est résolu à en finir avec 61 ans de dictature militaire monarchique absolue extrêmement sanglante. La secousse de la fameuse 5e République est tellement violente qu'elle cause des fissures profondes et béantes au fondement du système agonisant. Au sein de la minorité qui n'ose pas l'avouer, l'unanimité vole en éclats. Il n'est pas du tout question de servir éternellement la même famille avec toute notre descendance. Ne sommes-nous pas, nous aussi, Togolaises et Togolais, murmure-t-on. Le malaise est réel et palpable. On prie en secret et en silence pour la fin. Par la constitutionnalisation de la dictature militaire monarchique absolue, confirmant le cercle de division de la famille Gnassingbé, Faure finit par s'isoler complètement. Désormais dévêtue de ces 7 couches concentriques protectrices de toujours, la famille Gnassingbé se retrouve dans un face-à-face avec le peuple togolais, dont l'unité sacrée, ironie du sort, est en passe d'être définitivement scellée par la même 5e République. Néanmoins, il ne faut nullement compter avec les forces armées togolaises FAT. Elles ne briseront jamais le serment, le pacte secret avec la famille Gnassingbé. Elles ne renonceront jamais à l'allégeance faite à la famille. Elles ne renieront jamais leur raison d'être, à savoir garantir éternellement le projet colonial du 27 avril 1958 contre l'indépendance, la souveraineté du 27 avril 1958.
N'empêche, indiscutablement, c'est la fin des fins, comme disent les cinéphiles. Le régime est à bout et au bout. En réalité, ce régime est fini depuis le samedi 19 août 2017. Pour l'avoir constaté par eux-mêmes, les tenants savent que depuis lors, ce n'est qu'une question de temps. Un pachyderme ne meurt pas à l'endroit même où il a reçu la flèche empoisonnée et fatale du chasseur. Après les vaccins successifs inefficaces de 2018, mascarade législative, 2019, constitution personnelle, et 2020, rituel périodique de remise en œuvre de la dictature, la constitution monarchique de 2024, où la Ve République est certainement le dernier acte posé sous l'effet du poison mortel du virus 19 août. En tout état de cause, la constitution monarchique de 2024 se révèle contre-productive. La 5e vitesse ne passe pas. C'est clair, évident. Le conducteur héritier lui-même est agacé et même affolé par le bruit cacophonique et strident du moteur soumis à la 5e vitesse qui ne passe pas. Il est plus qu'urgent de descendre ce chauffeur avant qu'il ne bousille totalement le moteur de ce beau véhicule Togo volé depuis le 13 janvier 1963. Au regard de la massification critique remarquable de la prise de conscience vers la formation du bloc des masses togolaises, fatale pour le projet de 1958, je n'ai aucun doute sur le fait que le peuple togolais va finir ce qu'il a commencé. Entière est ma confiance au peuple quant à la conclusion de la lutte de libération. Je rappelle tout de même ceci. Terrain virtuel, certes important en amont, en cours et en aval, les réseaux sociaux ne sauraient remplacer le terrain réel, c'est-à-dire la rue sur le territoire national et partout dans la diaspora. Déterminant, le terrain réel est le véritable théâtre de la lutte. Dans un sursaut patriotique, pour tous nos martyrs, au rang desquels les otages politiques qui meurent les uns après les autres dans les geôles de la dictature, pour un Togo libre, souverain et prospère, il nous appartient, en tant que peuple, de faire de la dictature militaire monarchique absolue constitutionnalisée, qu'ils appellent 5e République, un mort-né, et de l'Assemblée de la honte, la dernière chambre d'enregistrement, où les volontés du tyran entrent pour sortir habillées en loi. Condamnés par le peuple togolais et par l'histoire, les députés de la dictature, ces déshonorables représentant uniquement la famille Gnassingbé, porteront chacun à son cou cette constitution comme un pendentif pour le restant de leur vie. Allez porter à vie la marque indélébile de cette sentence que vous avez prononcée contre votre propre peuple. On ne fait pas ce que vous avez fait. Vous avez agi exactement comme un groupe d'étrangers véreux et vénaux, achetés par un monarque absolu législateur, opprimant son peuple. Encore une fois, notre problème n'est pas un problème de constitution. Alors là, pas du tout. Nous nous trouvons face à une dictature militaire monarchique absolue qui cherche à s'éterniser après 61 ans, pendant lesquels elle n'a cessé de faire couler la sueur, les larmes et le sang du peuple. Il s'agit de se mobiliser dans un mouvement de libération pour forcer pacifiquement Gnassingbé Faure à lâcher définitivement le pouvoir auquel il s'accroche de toutes ses forces et de toutes les armes qui lui tombent sous la main. Contrairement aux apparences, le rapport de force est toujours en faveur du peuple en lutte. Notre force demeure le nombre pacifique. Face à la grande inondation du fait du nombre, la débandade, cette fois-ci, sera définitive. Au lieu de rencontrer les populations pour leur parler de constitution, de droit, ce qu'elles n'attendent d'ailleurs pas de vous, dites-leur tout simplement de se préparer en vue d'un vaste et gigantesque mouvement national de libération du Togo, de la famille Gnassingbé, au plus tard fin décembre 2024. Il ne nous reste que 4 mois. Dénommé en mémoire du parti politique de Cheikh Anta Diop au Sénégal,
le bloc des masses togolaises libérateurs du Togo au plus tard, fin décembre 2024, s'étend de Saint-Cassé à Néon et de Babou à Tingassi jusque dans la diaspora partout dans le monde. Le Togo libéré par le peuple togolais, la transition sans Yassine Defort, à laquelle nous appelons depuis toujours, idée aujourd'hui admise partout, sera mise en place. Celle-ci, après avoir libéré sans délai et sans condition tous les détenus politiques et tous les détenus arbitraires, se chargera des réformes nécessaires avant toute élection. Vie, force et santé au Togo,